Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Françoise, Géraldine qui nous écoute en Espagne, Camille qui a 17 ans, 3 auditrices ont chacune de son côté demandé à Franck Ferrand une émission sur Jeanne d'Arc. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Ça tombait bien car je viens de terminer la lecture du livre de Philippe de Villiers, plus inspiré que jamais, vous allez le voir, vous allez l'entendre en tout cas. Après Charette et Saint-Louis, l'homme du Puy du Fou a redonné chair à une 3e légende de l'histoire de France. Je lui ai demandé de se joindre à nous cet après-midi afin d'évoquer, quand je dis évoquer, c'est au sens fort, la pucelle d'Orléans. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à Sophie de Saint-Nazaire sur l'origine de cette coutume qui consiste à baptiser les rues et les avenues du nom de personnalités. Eh bien ça, c'est une très bonne question dont la réponse n'est peut-être pas aussi évidente qu'on le penserait. Pour le moment, place à une haute figure de l'histoire française. Elle a donné son nom à quantité de rues, de places et de squares. Jeanne d'Arc nous attend. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est le grand paradoxe de notre Moyen-Âge. Jeanne, la pucelle, celle que les manuels scolaires appellent Jeanne d'Arc, est à la fois le personnage le mieux documenté de la période. Quand je dis le mieux documenté, c'est-à-dire qu'on a le plus grand nombre d'éléments, de sources, de documents, de témoignages, etc., d'archives sur le personnage, et en même temps, celui qui présente le plus grand nombre d'énigmes et qui pose le plus grand nombre de questions. Allons au bout de cette idée, plus on connaît Jeanne, et plus elle est mystérieuse. N'est-ce pas, après tout, ce qu'on attend d'une grande figure symbolique? Elle est entre terre et ciel, entre quotidien et solennité, elle est entre humain et surhumain. Et puisque je prononce ce mot de surhumain, vous allez voir que mon invité n'hésite pas à l'employer lui aussi. Je dis qu'elle est pleine de mystères, elle est pleine aussi d'idées fausses. J'avais pour coutume autrefois de commencer un certain nombre de conférences en donnant cette espèce de résumé de la vie de Jeanne d'Arc. Il était une fois, disais-je, une petite bergère illettrée de Lorraine qui était allée bouter l'anglais hors de France. Et je disais que rien que dans cette phrase, il y avait un grand nombre d'erreurs. Une petite bergère, vous savez qu'au procès de Rouen, par 2 fois, elle va nier avoir été bergère. Elle dit qu'elle ne gardait pas elle ne gardait pas les animaux du tout. Illettrée, eh bien, elle a pu prouver à plusieurs reprises qu'il n'en était rien, qu'au contraire, elle était alphabétisée, qu'elle écrivait même, plus ou moins. En tout cas, elle pouvait signer, ça c'est incontestable. Lorraine, elle n'était pas du tout Lorraine, puisqu'elle était des Marches de la Lorraine, du Barrois, ce qui change tout. Et ce qui d'ailleurs, à mon avis, explique une grande partie de l'histoire de la pucelle, comme on l'appelait. Et puis alors, qui est allée bouter l'anglais hors de France, elle l'aurait peut-être bien voulu, mais ça n'était pas son objet ni sa mission. Son but était de restaurer le dauphin dans sa pleine légitimité, ne l'oublions jamais, et les Anglais, ils ne partiront que bien plus tard, notamment après la dernière grande campagne de Charles VII, et ça c'est bien après la mort de Jeanne d'Arc, bien entendu. Alors, le personnage est donc plein de mystères. Le premier de ces mystères, c'est celui de son enfance. Qui était Jeanne? D'où nous vient-elle? Où est-elle née? Et surtout, quand? Même sur ce sujet-là, les historiens divergent. La plupart se mettent d'accord sur l'année 1412. On admet qu'elle pourrait être née en 1412. Ça ne procède pas directement de la documentation. Ça, simplement, on fait des recoupements et des déductions. Puisqu'elle affirmait au moment de son procès en condamnation à Rouen, elle affirmait être âgée de 19 ans environ. Bon, mais ça permet de calculer qu'elle serait née en 1412. Le fait qu'elle dise, par contre, qu'elle a 19 ans environ, montre aussi qu'elle ignore elle-même la date exacte de sa naissance, ou qu'en tout cas,
diront certains, elle feint de l'ignorer. On pourrait dire en tout cas qu'elle a environ cet âge-là, et donc elle est née alors entre 1409, diront certains, et 1415, affirmeront les autres. Le registre paroissial de sa ville de naissance, et qu'elle est née à Domrémy, bien entendu, ce registre n'existe plus. La fratrie comptait 5 enfants. Elle a une sœur, sa bien-aimée, que l'on voit parfois dans les films qui lui sont consacrés et à laquelle, à mon avis, on n'a pas réservé jusqu'alors toute la place qu'elle méritait. J'en parlerai dans un instant avec Philippe de Villiers. Alors, Jeanne, ça c'est un prénom extrêmement courant à l'époque. À peu près le tiers, même dans certaines régions, la moitié des petites filles de cette génération s'appellent Jeanne. Vous imaginez, c'est vraiment le nom le plus courant à l'époque. Au XVe siècle, dans le premier récit qui lui est consacré, qui va donner naissance plus tard à la légende dorée, Perceval de Boulainvilliers nous dit « L'enfant naquit dans un petit village sur la frontière le jour de l'épiphanie, le 6 janvier. » Début de la grande légende. Elle serait née le jour des rois, en quelque sorte. Une joie immense et d'origine inconnue envahit alors le cœur des paysans et le coq chanta à 2 heures. Et on raconte aussi qu'à sa naissance, il y aurait eu des prodiges, du tonnerre, tremblements de terre, flammes, tout signe d'ardeur et renouveau, dit Boulainvilliers. Vous voyez qu'on est très tôt dans la légende, bien entendu. Je doute beaucoup qu'il y ait eu du tonnerre et des flammes pour célébrer au ciel la naissance de Jeanne d'Arc. Qui sont ses parents ? Eh bien, il faut insister peut-être un peu là-dessus. Bien sûr que ce sont des paysans, ça personne ne va vous dire le contraire, mais ce ne sont pas de si pauvres paysans qu'on a bien voulu le dire. Il ne faut pas oublier que le père Jacques Dard, alors ça s'écrit de toutes les façons possibles, ça finit par un T, par un C, avec ou sans apostrophe, peu importe, à l'époque il n'y a pas de toute façon d'orthographe des noms propres, est un notable. Il est le percepteur du village, il est doyen de sa communauté de Domrémy, donc c'est un petit peu le sage et le notable local, si vous voulez. Quant à la mère, Isabelle Romée, son patronyme nous indique d'ailleurs qu'elle a fait elle-même le voyage, le pèlerinage au Puy, c'est certain, et peut-être même jusqu'à Rome. Cette Isabelle Romée est issue d'une famille, elle, carrément plus élevée. Elle est carrément de bonne famille. Alors, c'est un bon couple, c'est un ménage tout à fait stable, uni, dans le souci de bien élever les enfants, nous dit-on. Des laboureurs aisés sans pour autant être riches. Et il faut bien insister. Et là-dessus, Colette Beaune, vous voyez que je ne suis pas rancunier, je cite volontiers Colette Beaune, qui est la grande spécialiste de la question et de Jeanne d'Arc. Je dis je suis pas rancunier parce qu'elle n'est pas du tout d'accord avec moi sur le rôle qu'a pu jouer Yolande d'Aragon dans cette affaire. En tout cas, Colette Beaune nous dit que précisément, on a cherché à présenter Jeanne plus pauvre qu'elle n'était en réalité. On est dans une famille catholique, ai-je besoin de le préciser pour cette époque, extrêmement pratiquante, je vais plus loin, extrêmement fervente, et ça, en revanche, c'est une clé essentielle pour aborder notre personnage. Un extrait de la bande originale de Jeanne d'Arc de Luc Besson. Revenons avec vous, Franck Ferrand, à Jeanne d'Arc, à la toute jeune fille qu'elle était. Alors, cette petite fille ne naît pas véritablement en Lorraine, vous avez bien compris qu'elle naît, en tout cas pour ce qui est de Domrémy, elle naît précisément du côté barrois. L'essentiel du village est au sud du ruisseau autour de l'église du château de Lille et dépend donc du barrois mouvant, alors que le nord, lui, évidemment, ce pourrait être rattaché à la Champagne. On est dans le bailliage de Chaumont-en-Bassigny, dans la prévôté d'Andelot. C'est ce qu'en tout cas les juges du procès en condamnation, les juges de 1431, vont établir à l'issue d'une enquête administrative extrêmement pointue. C'est intéressant quand même, parce qu'évidemment, lorsque vous saurez que le barrois en question se trouve directement administré par le fils de ma fameuse Yolande d'Aragon, vous comprendrez mieux pourquoi on s'écharpe sur la question et pourquoi on cherche à savoir exactement à qui rattacher ce tout petit domaine finalement. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une période, on sort des périodes féodales, l'État est en train de se constituer, les différents domaines sont encore mouvants, ils sont extrêmement morcelés et la carte administrative de l'époque, si je puis dire, surtout sur tous ces confins est du royaume de France, est extrêmement complexe. Alors,
Elle naît dans cette maison qu'on connaît. Alors vous savez que certains mettent en doute, on met tout en doute, mais certains disent que c'est pas la véritable maison de Jeanne d'Arc. Toujours est-il que c'est la maison qu'on visite à Domrémy, qui a fait l'objet de restauration à mon avis un peu forte d'ailleurs, il y a quelques années maintenant. J'avais eu l'occasion de m'étrangler en direct au micro à l'époque. Elle va grandir, Jeanne, dans une période extrêmement troublée, qui est une période de guerre civile, avec une violence quasiment omniprésente. Ça aussi, il faut bien le comprendre. Elle n'a que 8 ans. Si donc elle est née, comme nous l'avons dit, en 1412, elle n'a que 8 ans au moment où la reine Isabeau de Bavière tient littéralement la main de son pauvre mari, le roi fou Charles VI, et lui fait signer ce qu'on appelle le honteux traité de Troyes, qui prévoyait le transfert pur et simple de la souveraineté au profit du roi d'Angleterre. Vous avez un royaume, si vous voulez, qui est coupé en 3. Vous avez, bon, bien sûr, la France qui reste fidèle à la dynastie capétienne, avec beaucoup de mouvements et de difficultés, il faut le dire, parce que évidemment cette dynastie capétienne est mise en grand danger. Le fils de Charles VI, Charles VII en l'occurrence, n'est pas encore couronné. Il va être un dauphin particulièrement malmené. Et puis vous avez les Anglais qui occupent toute une partie du royaume, on va dire en gros toute la face ouest, et notamment la Normandie bien sûr, et viennent se greffer là-dessus les Bourguignons bien sûr. Et ces Bourguignons occupent eux aussi des parties non négligeables du territoire. Ils ont la base même, c'est le Grand-Duché d'Occident, et c'est cette Bourgogne extrêmement puissante qui à l'époque fait figure d'État le plus puissant des 3. Donc, une période très troublée. Il n'y a pas d'école à Domrémy, ni à Greux d'ailleurs, juste à côté. L'école la plus proche, elle est située à Maxès-sur-Meuse. Elle est attestée certes depuis 1369, et cette petite école, comme on appelait ça à l'époque, enseigne aux fils des paysans importants quelques rudiments de lecture, de morale, bien sûr de catéchisme, mais vous doutez bien que Jeanne n'a pas appris, en tout cas pas à l'école, à lire et à écrire. Quand est-ce qu'elle l'a appris et comment, ça c'est une autre histoire. Elle était femme, dit Colette Beaune. Lire et écrire ne servait à rien à qui était destiné à simplement tenir une maison et procréer. Ça ne l'empêche pas d'être très pieuse, de connaître très bien toutes ses prières. Prosper de Barante nous dit sa dévotion et sa sagesse édifiaient tout le canton. Elle allait bien sûr à la messe tous les dimanches. On sait qu'elle a été confirmée de la main même de l'évêque de Toul. Elle confessait, elle communiait à Pâques dans l'église paroissiale. Pour le reste, on ne sait pas grand-chose. Elle mène sans doute la vie d'une petite paysanne de l'époque, tout simplement. Je grandissais. J'avais la voix fragile, lente, timide et tranquille, lui fait dire Philippe de Villiers qui, comme à chaque fois nous en avons pris l'habitude maintenant, fait dire « je » à son héroïne. Je me sentais pourtant forte et bien compassée de mes bras, avec de la gaieté au cœur et de l'entrain dans le caractère. J'aimais rire. Quand j'atteignis l'âge de pleine discrétion à 12 ans, j'appris à danser, à chanter. J'aimais courir dans les prairies. J'aime bien le terme qu'emploie Philippe de Villiers, le terme d'ébattement. C'est ça, on est encore dans un langage qui a toute la saveur, tout le suc de l'époque médiévale. À ses 13 ans, Jeanne se met donc à entendre des voix. Alors là encore, entendons-nous pour le coup. On nous parle toujours de voix, c'est pas tout à fait la vérité, en tout cas c'est pas ce que Jeanne elle-même dira. Elle dit qu'elle a des conseils, qu'elle les voit, donc elle ne fait pas que les entendre, elle les rencontre d'une certaine manière. Oh, je ne résiste pas au plaisir de plonger dans le roman de Jeanne d'Arc de Philippe de Villiers. Ce jour-là, du mois d'août, m'enveloppa une grande clarté. La lumière n'était pas celle du soleil qui donnait à pic, elle venait du côté dextre de l'église. Soudain, une voix me parle, suave, douce, profonde, je suis ébloui. Je me lève, je prends peur. Je reste comme hors de moi, effrayé. La voix insiste, est-ce à moi qu'elle s'adresse? Sans doute, puisqu'elle m'appelle Jeanne, Jeanne. Oui, c'est moi, je me retourne, personne. Ai-je rêvé? Alors, dans une nuit étincelante, se dessine une armée d'anges du ciel, toutes blancs vêtus, et au milieu d'eux, un archange sourit. Je m'enfuis en courant, j'entre dans la maison, je tremble, je me blottis dans la chambrette. Est-ce de Dieu? Est-ce du diable?
Je sais que les anges gardiens fuient les pécheurs comme les abeilles la fumée. Suis-je en état de grâce? Ne suis-je qu'une pécheresse? N'aurais-je été que le jouet d'un songe ou plutôt d'un mauvais esprit? Cette vision, qui n'est sans doute qu'une fantomerie, ton imagination trop ardente, voilà ce que ma famille me dira. Mes frères, ma sœur, ma mère, mon père, je les entends déjà, alors je me tais. Le lendemain, aux 12 coups de midi, j'observe le ciel. Rien. C'est le surlendemain que revient la grande clarté des anges. Je les vois avec les yeux de mon corps. Je prends soin de regarder l'être radieux qui conduit la nuit angélique. Il a l'aspect d'un vrai prud'homme. C'est le prince des archanges, l'archange du premier rayon. Je le reconnais à son parler tout céleste. Il ressemble au vitrail du chœur de l'église avec son mantel rouge. Bientôt, il se nomme à moi. Il m'enseigne et me montre tant de choses que je n'ai plus de doute. Il m'apprend à me gouverner, à fréquenter l'église. Ma sœur Catherine m'observe avec stupéfaction. Elle se désole, elle voit que je ne suis plus à mon ouvrage, que je laisse traîner mon rouet dehors, que je ne mange plus. Je n'ai jamais eu de secret pour elle. J'essaie de lui parler, mais elle secoue la tête en murmurant « Jeannette, sans doute te seras-tu endormie, debout, le soleil frappe si fort. Tout le monde devient folle dans ce royaume. Roi folle, folle fille !» Le premier sentiment autour de Jeanne, vous l'avez compris, c'est celui de l'incompréhension. Et Prosper de Barante nous dit « Ces visions n'avaient rien de terrible pour Jeanne. Elle les désirait plutôt qu'elle ne les craignait. » Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir à l'émission, nous envoyer vos messages et vos questions via Twitter, celui de Franck Ferrand ou #ACDH sur la page Facebook de l'émission ou encore par mail sur europe1.fr. Dans un court instant sur Europe 1, nous vous retrouvons Franck Ferrand pour la suite de votre récit sur Jeanne d'Arc. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Retour avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc a presque 17 ans, semble-t-il, lorsqu'elle va prendre, et ça c'est une initiative d'une audace folle, lorsqu'elle va prendre la direction de Vaux Couleurs. C'est très important, Vaux Couleurs est une des 3 places qui soient encore françaises sur ces confins orientaux d'un royaume maltraité, je vous l'ai dit, par les Anglais et par les Bourguignons. Le capitaine de la place, qui est fidèle à la cour de Bourges, où se trouve donc ce dauphin, le futur Charles VII, c'est Robert de Baudricourt qui voit arriver devant lui cette jeune fille habillée toute rouge. Elle est accompagnée par son cousin qu'elle appelle mon oncle, qui est le cousin Durand-Laxart, qui est un cousin du côté de sa mère. C'est une robuste brunette, nous dirons un certain nombre des témoins lors du procès de réhabilitation. Elle mesurait, semble-t-il, environ 1m60, pour autant qu'on puisse savoir. Et Jeanne, d'emblée, alors il y a eu tellement de pièces de théâtre, de poèmes, de toutes sortes de choses et bien sûr de films sur le sujet qu'on a l'impression d'avoir vécu ça constamment, mais c'est tellement fort. Elle arrive, elle se plante devant Baudricourt, elle lui dit qu'elle est venue, je cite, à lui de la part de son seigneur pour mander au dauphin qu'il se tienne bien et qu'il ne fasse pas la guerre à ses ennemis, car le seigneur lui donnera du secours avant la mi-carême. Elle vient de la part de son seigneur, mais Baudricourt lui demande « Quel est ton seigneur ?» « Le roi du ciel, répond-elle. Et là, Baudricourt n'en croit pas un mot, bien entendu. Il semblerait qu'il l'ait d'ailleurs souffleté. En tout cas, il la renvoie chez son père furieux. Vous imaginez le bonhomme d'art lorsqu'il voit rentrer sa Jeanne, qui était partie toute seule avec le cousin Durand-Laxart, et qui revient comme ça après avoir été dérangé, le capitaine de la province. Il est tellement en colère que, semble-t-il, il aurait même menacé de la noyer. On murmure à Domrémy, on se demande ce qu'elle a, cette petite qui ne se contente plus d'entendre des voix, mais qui maintenant veut carrément jouer un rôle. Et elle n'en parle pourtant qu'à très peu de monde de ces fameux conseils qui sont Saint-Michel, Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite. Ça, on ne le saura que bien plus tard lorsqu'elle en parlera justement au docteur en théologie au moment de son examen de Poitiers. Donc, disons-le, ce premier essai est un échec. Or, va passer là-dessus l'été 1428 avec ses ravages. Il faut vous dire que le sire de Vergy, qui est le gouverneur de la Champagne pour le compte du roi d'Angleterre, se met à ravager cette région et il brûle Domrémy et notamment l'église de Domrémy. La famille d'Art ou d'Arc émigre pas très loin de là, à Neufchâteau. Et voilà qu'au printemps suivant, je passe un peu vite évidemment, voilà qu'en janvier
1429, Jeanne récidive. De nouveau, elle dérange son oncle, comme elle l'appelle, et elle veut aller absolument à Chinon, où réside la cour. Elle veut y aller jusqu'à y user ses jambes jusqu'aux genoux, dit-elle. Elle a là un vaste programme. Il s'agit de voir le dauphin, de délivrer Orléans, de faire sacrer ce dauphin pour en faire le roi Charles VII, et de libérer le duc d'Orléans. Ça aussi c'est très intéressant et c'est important. On n'a peut-être pas toujours suffisamment insisté sur cette espèce d'obsession de Jeanne qui est toujours avec et chez les Orléans quelque part et qui veut aller délivrer ce roi prisonnier en Angleterre. Alors, elle arrive donc pour la deuxième fois à Vaucouleurs. Elle est hébergée par Catherine Royer, qui est la femme du maréchal Ferrand. Le temps lui durait comme à une femme enceinte, dira cette femme lorsqu'on fera le procès en réhabilitation. Je précise, pourquoi je précise procès en condamnation et procès en réhabilitation, parce qu'il y a eu ces deux grands événements. Évidemment, le procès qui s'est tenu à Rouen et qui a abouti à la condamnation de Jeanne, on va y venir dans un instant, et puis plusieurs années plus tard, une sorte de grand procès pour réhabiliter Jeanne, pour lui rendre tout son honneur et qui a vu témoigner un grand nombre de ceux qui l'avaient connue et en partie accompagnée. Et c'est grâce notamment à ce procès en réhabilitation qu'on possède beaucoup d'éléments très concrets sur elle. Sa piété faisait l'admiration de toute la ville. Donc on parle là de Vaucouleurs, c'est Prosper de Barante qui nous le dit. Elle passait les journées à l'église en fervente prière. Elle se confessait sans cesse. Elle communiait fréquemment. Elle jeûnait avec austérité. Et toujours elle continuait à dire qu'il lui fallait aller vers le noble dauphin pour le faire sacrer à Reims. C'est à la forge qu'elle va faire la connaissance de ceux qui vont devenir ses partisans, Bertrand de Poulengy et Jean de Novlompont, qui sont des lieutenants de Robert de Baudricourt, mais dont il faudrait aussi préciser qu'ils sont directement rattachés, eux aussi, au fils de Yolande d'Aragon, c'est-à-dire au duc de Bar. Le capitaine de Baudricourt ne peut pas faire autrement que la recevoir. Elle lui demande toujours cette aide, et là, il attermoie Baudricourt. C'est très intéressant de voir son changement d'attitude. Que s'est-il passé entre ces deux séjours? Pourquoi, après l'avoir si mal reçu la première fois, se montre-t-il la seconde tellement bienveillant d'une certaine manière? Vous avouerez que ça pose des questions, mais on n'est qu'au début de nos questions et de nos interrogations, puisqu'encore une fois, voilà bien un sujet, toute cette vie, toute cette épopée impensable de Jeanne d'Arc qui est littéralement tissée de mystères, d'énigmes, de questionnements, de choses étranges, bien entendu. Alors il se trouve qu'à cette époque, le duc de Lorraine est malade. Attention, le duc de Lorraine, c'est toujours le beau-père de René d'Anjou. Le fils de Yolande d'Aragon a épousé la fille du duc de Lorraine. C'est lui qui est malade et il va demander à Jeanne de venir à son chevet comme si elle était une guérisseuse. Encore un grand mystère. Pourquoi cela? Puisqu'elle n'a jamais prétendu de près ou de loin posséder le moindre pouvoir de guérison. Elle ne dit pas qu'elle sait guérir, elle ne l'a jamais prétendu du tout, d'ailleurs on ne l'a jamais utilisé pour ça. Alors pourquoi le duc la fait-il appeler? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle va partir, elle va faire le voyage jusqu'au duc. Elle va d'ailleurs à cette occasion rencontrer, il faut bien le préciser, elle va rencontrer René d'Anjou. Tout ça nous interroge, c'est quand même assez étrange. Et c'est lorsqu'elle rentre seulement, alors là oui, qu'elle va prendre qu'elle va se mettre en chemin, se mettre en route au milieu d'une petite troupe de chevaliers. Ils sont là, ces deux anges gardiens, il y en a un certain nombre d'autres, il y a même un écuyer carrément de la maison royale qui va les guider à travers cette France en guerre. Elle est déjà sur le chemin de Chinon, elle avait de la suite dans les idées, vous verrez qu'elle n'est pas au bout de ses promesses et que toutes ces promesses, c'est le plus étonnant chez cette femme tellement inouïe, c'est qu'elle va les accomplir. Bonjour Philippe de Villiers. Bonjour. C'est toujours très frustrant d'évoquer Jeanne d'Arc parce qu'il y aurait tellement de sujets. On est toujours obligé de survoler les choses, de ne faire que les effleurer. Avec vous, si vous le voulez bien, je vais revenir sur un certain nombre des aspects de cette saga tout à fait incroyable, la plus passionnante de notre Moyen-Âge. Un extrait de la bande originale de Jeanne la Pucelle de Jacques Rivette. Jeanne d'Arc est au cœur de l'histoire cet après-midi et vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité Philippe de Villiers, créateur et scénariste du Puy du Fou, auteur du roman de Jeanne d'Arc aux éditions Albin Michel.
Alors, je m'y attendais, bien entendu, Philippe de Villiers. Ils sont très nombreux, les auditeurs qui veulent en savoir davantage. Ça arrive par message sur Twitter, notamment. Lyon nous dit, je viens de voir la maison à Don Rémy sur Internet, d'apparence modeste malgré la restauration. Certes, on ne voit que l'extérieur. Certains historiens, demande Claudine, prétendent qu'elle serait la fille d'Isabeau de Bavière et de Louis d'Orléans. Enfin bon, je ne vais pas répondre, évidemment, à toutes ces questions parce que je vous assure qu'on n'en sortirait pas. Rien que sur la question de la naissance de Jeanne d'Arc, de sa date de naissance, on pourrait faire une émission complète et même au-delà si l'on voulait. Donc, ce qui me paraît plus intéressant, si vous êtes d'accord, c'est d'essayer de cerner le sens de ce personnage, ce que vous faites dans votre roman de Jeanne d'Arc, très inspiré. On peut dire que le personnage vous plaît, ça se sent tout de suite. En réalité, quand on n'a pas connu le personnage, on va rechercher son aura. Et je me suis dit, au fond, qu'est-ce qui reste de Jeanne d'Arc? Il reste les grands historiens que j'ai rencontrés, dont Colette Beaune, Philippe Contamine et les autres. Merveilleux Philippe Contamine. Et après, je me suis dit, comment je vais pouvoir me mettre dans la peau de Jeanne d'Arc? Il faut que j'aille sur place. J'ai longé les rivières où j'ai essayé de rattraper l'écho de ses chevauchées. Je suis allé respirer là où elle a respiré et je me suis aperçu très vite qu'il reste partout quelque chose de Jeanne d'Arc, partout où elle est passée, un gazouillement, un soleil levant, une brume vespérale, et pour recomposer ses humeurs. Parce que ce que je voulais, c'était mettre Jeanne d'Arc à la portée des jeunes générations, et donc lui rendre son humanité, retrouver la vérité.